L'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit: toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Mais alors, qu'est-ce que la propriété? Selon Proudhon, le droit de vivre implique le droit de travailler, qui lui implique le droit d'occupation. Dans la mesure où il est égalitaire pour tout le monde, le droit d'occupation justifie donc dans un premier temps la possession, l'exploitation et l'utilisation du bien approprié. C'est une forme de propriété restreinte. Mais cette occupation peut-elle à elle seule légitimer la propriété? John Locke avait déjà affirmé, dans le traité du gouvernement civil, que rien n'empêche l'homme de s'approprier la terre. Je cite: le Créateur et la raison lui ordonnent de labourer la terre, de la semer, d'y planter des arbres et d'autres choses, de la cultiver pour l'avantage, la conservation et les commodités de la vie, et lui apprennent que cette portion de la terre, dont il prend soin, devient par son travail son héritage particulier. On peut donc dire que le droit de propriété est fondamentalement démembré en trois droits réels: l'usus, le droit d'utiliser son bien; le fructus, le droit de recueillir les fruits de son travail; ainsi que l'abusus, qui est le droit de disposer de son bien de la manière la plus absolue. Fini donc les temps d'esclavage et de servitude. La propriété garantit à l'homme sa liberté et le droit sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucune prétention. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous le pouvons dire, sont son bien propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de la nature, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul, nous précise Locke. La propriété protège la liberté de l'individu. C'est un droit absolu et exclusif. L'homme n'a plus besoin de faire face aux conflits d'intérêts individuels divergents. Dans ce sens, à travers la propriété et en faisant valoir le droit d'abusus qui lui est affecté, l'homme parvient à améliorer sa condition matérielle. Assis dans son fauteuil, le propriétaire peut maintenant voir grandir son capital sans effort physique. La propriété lui donne le droit de faire travailler autrui. Revenons à Proudhon. C'est le droit d'aubaine qui permet ainsi au propriétaire de moissonner sans labourer. La propriété privée, nous dit-il, est l'appropriation par un individu d'un travail en commun. Alors que le propriétaire accumule les profits, d'autres se salissent les mains sans s'enrichir. Le travailleur, devenu capitaliste et détenant tous les moyens de production, peut désormais s'associer à ses semblables pour créer d'autres propriétés privées, les entreprises. Celles-ci ont pour but la recherche rationnelle et systématique du profit. Elles tentent ainsi d'élargir leurs droits de propriété sur des sphères humaines jusqu'alors intouchables. Les besoins élémentaires, indispensables à la survie de l'homme, doivent être garantis: manger, boire, se protéger du froid et de la chaleur, se loger et respirer. La Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit: tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Dépossession des terres fertiles, privatisation de l'eau, désertification des terres par la déviation d'eau pour des fins d'irrigation, privatisation du capital humain. Nombreuses et lourdes sont les conséquences issues de la contradiction entre ce droit à la vie et le droit de propriété. L'enjeu économique de la propriété est-il plus fort que le droit à la vie? Le droit à la propriété est un droit privatif. Il exclut nécessairement autrui de participer à la jouissance de cette propriété. Une fois sa propriété perdue, l'homme ne peut faire recours qu'à son droit à la vie. Dans l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les États se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour réaliser le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions de vie. Dans les faits, cette proposition n'engage pas nécessairement les États à respecter ce droit, puisqu'il s'agit d'un droit juridiquement non contraignant. En France, l'espérance de vie d'un sans-abri est réduite à 43 ans, ce qui équivaut à 35 ans de moins que la moyenne. Le Canada compte 150 000 sans-abri, dont 30 000 se trouvent à Montréal.
L'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit: toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Mais alors, qu'est-ce que la propriété? Selon Proudhon, le droit de vivre implique le droit de travailler, qui lui implique le droit d'occupation. Dans la mesure où il est égalitaire pour tout le monde, le droit d'occupation justifie donc dans un premier temps la possession, l'exploitation et l'utilisation du bien approprié. C'est une forme de propriété restreinte. Mais cette occupation peut-elle à elle seule légitimer la propriété? John Locke avait déjà affirmé, dans le traité du gouvernement civil, que rien n'empêche l'homme de s'approprier la terre. Je cite: le Créateur et la raison lui ordonnent de labourer la terre, de la semer, d'y planter des arbres et d'autres choses, de la cultiver pour l'avantage, la conservation et les commodités de la vie, et lui apprennent que cette portion de la terre dont il prend soin devient par son travail son héritage particulier. On peut donc dire que le droit de propriété est fondamentalement démembré en trois droits réels: l'usus, le droit d'utiliser son bien, le fructus, le droit de recueillir les fruits de son travail, ainsi que l'abusus, qui est le droit de disposer de son bien de la manière la plus absolue. Fini donc les temps d'esclavage et de servitude. La propriété garantit à l'homme sa liberté et le droit sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucune prétention. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous le pouvons dire, sont son bien propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de la nature, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul, nous précise Locke. La propriété protège la liberté de l'individu. C'est un droit absolu et exclusif. L'homme n'a plus besoin de faire face aux conflits d'intérêts individuels divergents. Dans ce sens, à travers la propriété et en faisant valoir le droit d'abusus qui lui est affecté, l'homme parvient à améliorer sa condition matérielle. Assis dans son fauteuil, le propriétaire peut maintenant voir grandir son capital sans effort physique. La propriété lui donne le droit de faire travailler autrui. Revenons à Proudhon. C'est le droit d'aubaine qui permet ainsi au propriétaire de moissonner sans labourer. La propriété privée, nous dit-il, est l'appropriation par un individu d'un travail en commun. Alors que le propriétaire accumule les profits, d'autres se salissent les mains sans s'enrichir. Le travailleur, devenu capitaliste et détenant tous les moyens de production, peut désormais s'associer à ses semblables pour créer d'autres propriétés privées, les entreprises. Celles-ci ont pour but la recherche rationnelle et systématique du profit. Elles tentent ainsi d'élargir leurs droits de propriété sur des sphères humaines jusqu'alors intouchables. Les besoins élémentaires, indispensables à la survie de l'homme, doivent être garantis. Manger, boire, se protéger du froid et de la chaleur, se loger et respirer. La Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit: tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Dépossession des terres fertiles, privatisation de l'eau, désertification des terres par la déviation d'eau pour des fins d'irrigation, privatisation du capital humain. Nombreuses et lourdes sont les conséquences issues de la contradiction entre ce droit à la vie et le droit de propriété. L'enjeu économique de la propriété est-il plus fort que le droit à la vie? Le droit à la propriété est un droit privatif. Il exclut nécessairement autrui de participer à la jouissance de cette propriété. Une fois sa propriété perdue, l'homme ne peut faire recours qu'à son droit à la vie. Dans l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les États se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour réaliser le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions de vie. Dans les faits, cette proposition n'engage pas nécessairement les États à respecter ce droit, puisqu'il s'agit d'un droit juridiquement non contraignant. En France, l'espérance de vie d'un sans-abri est réduite à 43 ans, ce qui équivaut à 35 ans de moins que la moyenne. Le Canada compte 150 000 sans-abri, dont 30 000 se trouvent à Montréal.